pour cette nouvelle édition consacrée à l'actualité sociale. Pour cette rentrée de septembre 2020, nous évoquerons ensemble les derniers textes publiés au cours de l'été et notamment ceux que nous avons entendus en matière d'application de la dernière loi de finances rectificative. Pour cela, je vous propose les sujets suivants. Eh bien, d'évoquer à nouveau, mais avec les modalités d'application fixées par le décret publié fin juillet, l'exonération de charges sociales. Nous aborderons également l'activité partielle au 1er octobre prochain, ce qu'il en est notamment de l'activité réduite de maintien dans l'emploi, ou autrement dit encore dans un langage retenu par nombre de personnes, l'APLD. L'aide à l'embauche pour ce qui est prévu au titre du recrutement de nouveaux salariés en activité, pardon, non pas en activité partielle, mais au titre du contrat d'apprentissage et de professionnalisation. Je reviendrai vers vous sur ces taux réactualisés du prélèvement à la source. Bon, non pas d'impact immédiat dans la paie, mais juste pour recontextualiser les choses. Un sujet récurrent, que je vous dirais quasiment marronnier, tant il nous est posé chaque année à la même période: comment dois-je gérer une maladie survenant au cours des congés payés du salarié? Et enfin, nous achèverons le propos sur les textes et les réformes attendues. La loi de finances rectificative, la troisième en date, examinée par le Parlement au cours de l'été et publiée au journal officiel, vous disais-je, fin juillet, et devait donner lieu à la publication d'un décret d'application pour apprécier les modalités d'exonération de charges sociales. Ces exonérations bénéficient aux entreprises à raison d'un niveau d'effectif. Ce niveau-là est de 250 salariés pour le premier groupe et de 10 salariés pour les autres. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de savoir si l'entreprise en question, relevant des secteurs ici visés que sont les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel, peuvent prétendre à ces exonérations de charges dont on verra dans un instant qu'en réalité elles vont permettre pour les salariés visés et pour une période déterminée d'éliminer quasiment toutes les charges sociales d'origine légale. Quelques précisions sur les modalités d'appréciation de l'effectif. Vous avez à l'écran ici le plafond de salariés occupés. Ce plafond-là s'apprécie selon les règles fixées par le Code de la sécurité sociale à la date du 31 décembre 2019. De quelle façon procède-t-on? Eh bien, tout simplement en allant décompter au regard des contrats éligibles à ce décompte d'effectifs les salariés présents chaque mois de l'année, de janvier 2019 à décembre 2019, d'en faire la somme et d'opérer à une moyenne mensuelle, en divisant tout simplement l'ensemble des effectifs décomptés par 12. Il en est de même, bien évidemment, pour savoir si l'entreprise de moins de 10 salariés est comprise dans le champ du bénéfice de cette exonération. Alors, les activités visées par les dispositions, nous venons de les citer, mais il y a également l'autre secteur, qui est le secteur des entreprises fortement dépendantes de ces premiers secteurs et qui ont connu une forte réduction du chiffre d'affaires. C'est justement le décret qui doit fixer ce critère de baisse de chiffre d'affaires que nous attendions et qui a été rendu public fin juillet. Nous l'aborderons et nous dirons dans un instant quel doit être le niveau de réduction du chiffre d'affaires pour pouvoir prétendre bien évidemment à ce dispositif exonératoire. Précision doit être faite que, s'agissant des entreprises relevant du premier groupe, la période concernée est éligible et permettant l'exonération de charges court du 1er février au 31 mai. Il s'agit des périodes d'emploi, hein, donc tous les salaires versés du 1er février pour ces périodes-là, du 1er février au 31 mai pour le premier groupe, et pour le second groupe, une réduction d'un mois, puisque la même période va courir du 1er février, mais s'achèvera le 30 avril. Alors, quelles sont les cotisations patronales qui sont éligibles à cette exonération? Et ce sont les suivantes, ce sont exactement les mêmes que celles qui entrent dans le champ d'application de la RGPP, de la réduction générale des cotisations patronales, ou comme certains encore la dénomment, la réduction Fillon. Précision doit être faite et donnée que sur l'ensemble de ces cotisations patronales, en est exclue la cotisation de retraite complémentaire, et lorsqu'on vise ces cotisations de retraite complémentaire, il s'agit des cotisations de tranche 1 à laquelle s'ajoute
les cotisations dites CEG, les contributions d'équilibre général. Par ailleurs, sont exclus également de ce champ d'exonération les taux de cotisation AT-MP qui vont au-delà de celui qui entre dans la RGCP, c'est-à-dire pour un niveau supérieur ou un taux excédant les 0,69%. Alors, quelles sont les cotisations qui vont pouvoir être effacées, si je puis dire, grâce à cette mesure d'exonération? Bien, ce sont toutes celles dont l'employeur est toujours redevable après avoir appliqué les mesures de réduction de charges. La RGCP que nous venons de citer, bien évidemment, mais également le bénéfice du taux réduit au titre des cotisations d'allocation familiale, du taux réduit au titre de l'assurance maladie. S'il devait y demeurer quelques cotisations dont l'employeur serait redevable, celle-ci serait effacée bien évidemment par la mesure exonératoire. En matière déclarative, nous dit-on que la déclinaison nominative n'est pas requise, sauf pour les entreprises, et tant qu'on restera dans cette réglementation très spécifique du monde agricole, sauf pour les entreprises relevant de ce même secteur agricole et dont les cotisations sont versées directement à la MSA. Alors, préalablement, revenons sur ce point d'information délivré par la DSN pour dire à quel moment ces déclarations d'exonération et dette doivent se faire. Aussi bien la loi que le décret d'application exigent une déclaration de ces mesures d'aide et d'exonération au plus tard le 31 octobre prochain. Les modalités déclaratives se font en 2 étapes. La première aux échéances des 5 et 15 septembre. À cette date-là, l'employeur doit avoir procédé à la régularisation de la déclaration d'activité partielle en DSN. Alors, quand on tombe par régularisation de la déclaration de l'activité partielle, il s'agit de dire avec exactitude les salariés qui ont connu des périodes d'activité partielle, en l'occurrence. Alors, c'est l'identification de ces salariés qui est requise et non pas, le cas échéant, l'exactitude des montants qui entrent dans le champ de l'activité partielle. Donc, si j'ai pu commettre erreur sur le calcul du taux, sur la détermination de l'assiette, sur le nombre d'heures, le cas échéant, d'activité partielle, ces données-là peuvent faire l'objet de corrections ultérieurement. Par contre, elles ne pourront faire l'objet de corrections que pour les salariés pour lesquels l'employeur a correctement réalisé sa déclaration d'activité partielle aux dates que nous venons d'énoncer. Deuxième phase, la demande d'exonération ou d'aide doit être réalisée aux échéances au plus tard des 5 et 15 octobre, c'est-à-dire au titre des cotisations dues pour la paye de septembre. Alors, la loi comme le décret fixe une date limite au 31 octobre. Pour l'administration, cela doit correspondre, d'évidence en tous les cas, pour cette administration, d'évidence à ces dates d'échéance déclaratives DSN. Alors, c'est extrêmement contraint, comme cela est indiqué. L'information que vous avez sous les yeux est extraite du site DSN Info, dont vous avez le lien juste au-dessus. Nous avons alerté les administrations compétentes sur le sujet de ces contraintes et de ces délais extrêmement courts. Les précisions qui sont données ici n'ont pas été remises en cause. Pour nos interlocuteurs, il s'agit de respecter strictement et rigoureusement les dates limites ou la date spécifique limite du 31 octobre fixée par le législateur, et il n'y aura aucune remise en cause en question. Donc, le bénéfice de ces mesures d'aide et d'exonération est vraiment conditionné par la juste déclaration de votre situation et de votre demande, bien évidemment, aux échéances indiquées sur la diapositive. Nous avons vu tout à l'heure qu'un certain nombre d'entreprises relevant de groupes ou d'un groupe d'entreprises ayant connu une forte baisse d'activité du fait de leur dépendance au secteur que nous avons énoncé tout à l'heure, dont je rappelle qu'il s'agit de l'événementiel, du tourisme essentiellement. Le décret devait préciser cette baisse du chiffre d'affaires
elle s'apprécie de deux manières différentes. Dans un premier temps, les dispositions réglementaires nous disent que la baisse du chiffre d'affaires doit être d'au moins 80% par rapport à la même période de l'année 2019, ou, le cas échéant, par rapport à un chiffre d'affaires mensuel 2019 ramené sur 2 mois, ou bien encore, si on va avoir une période beaucoup plus large, au regard de l'activité 2019, et cette baisse doit être d'au moins 30%. Alors, ici, petite précision, mais purement d'information, les entreprises de l'annexe 1 ne sont pas visées, donc on a uniquement la deuxième partie de ces entreprises-là, hein, c'est-à-dire dépendantes, ne sont pas visées par cette baisse du chiffre d'affaires. C'est en contradiction avec effectivement ce que nous avait pu nous dire la DSS lors d'une réunion de travail au mois de juillet. Certaines limites sont imposées dans l'application et dans la mise en œuvre du dispositif. L'exonération et l'aide ne doivent pas en cumulé excéder 800 000 euros pour l'entreprise au cours de l'année, 120 000 euros pour un autre secteur d'activité ou ces autres secteurs d'activité que sont la pêche et l'aquaculture, et 100 000 euros pour les entreprises relevant de la production agricole primaire. Vous avez ici la liste des secteurs d'activité relevant de l'annexe 1 que je visais rapidement tout à l'heure. Ces secteurs sont ceux qui avaient été visés par un décret du mois de mars et bénéficiant d'un certain nombre de mesures décidées par le gouvernement à l'époque. Vous voyez que c'est assez large, je n'en ferai pas les lectures dans l'exhaustivité. Cela va des téléphériques et remontées mécaniques, hôtels et hébergements similaires, jusqu'à l'activité photographique et les guides conférenciers. C'est vrai que c'est un métier pour ces derniers mois et ces dernières semaines qui a été fortement impacté par cette crise sanitaire. Et puis plus précisément, l'annexe 2 comprend les entreprises qui œuvrent dans le domaine de la culture de plantes à boissons, de la culture de vigne, la pêche en mer, pêche en eau douce, jusqu'au transport de voyageurs par taxi et véhicules de tourisme avec chauffeur, ou encore la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers. Voilà. Quand on apprécie les choses, hein, on retrouve bien ici des domaines d'activité relevant généralement du monde du tourisme et du monde de la production agricole, ou piscicole d'ailleurs en l'occurrence. Voilà ce que nous souhaitions dire pour cette première partie. La seconde est consacrée là encore une fois aux dispositions portées par un décret relatif à l'activité partielle en cas de réduction d'activité partielle, mais qu'en réalité, en cas d'activité réduite de maintien dans l'emploi, ce fameux ARM, si on veut reprendre la terminologie posée par le législateur, ou APLD, activité partielle de longue durée, pour reprendre une plus ancienne, mais qui avait été abandonnée en 2013. Alors, que nous disent ces nouvelles dispositions décrétales? La première, c'est qu'on renvoyait au décret les précisions relatives au contenu de l'accord collectif. Pour rappel, pour pouvoir bénéficier de l'ARM, l'accord collectif s'impose. Avez-vous sans doute noté que certains acteurs d'activité avaient produit, après négociation et conclusion, des accords dits de branche? Je pense au dernier en date, celui qui relève du domaine de l'organisation patronale Syntec, qui est essentiellement l'informatique, les bureaux d'études, le conseil. À dire vrai, on retrouvera ce qui avait déjà été porté par la loi en matière de contenu, c'est-à-dire la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle, les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif, je reviendrai sur le sujet dans un instant, la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale, les engagements que doit prendre l'employeur en matière d'emploi et de formation professionnelle. On retrouve ici la thématique récurrente de la possibilité et de l'engagement qu'aura l'employeur à mettre en formation professionnelle ses salariés. Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des IRP sur la mise en œuvre de l'accord. Cette information, nous dit le décret, doit être donnée au moins tous les 3 mois, et on a quelques accords qui fixent une fréquence beaucoup plus importante puisque l'information peut être mensuelle. Alors,
S'agissant, du second point, que sont les activités salariées auxquelles s'applique ce dispositif, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'accord peut être applicable à certains salariés ou catégories de salariés ou secteurs d'activité de l'entreprise regroupant des salariés. Cela signifie également que, bien évidemment, si ces salariés-là sont compris dans le champ de l'accord, ils seront éligibles au dispositif ARM et cela signifie également que les autres salariés demeurent, lorsque l'entreprise souhaite y recourir, au dispositif, au cadre juridique de l'activité partielle dite de droit commun. Il faudra bien distinguer, bien évidemment, les deux catégories de salariés ou groupes de salariés. Ça signifie bien évidemment que lorsque les salariés, eux, relèvent de l'accord collectif mettant en œuvre l'ARM, ils ne peuvent par contre prétendre au dispositif de droit commun de l'activité partielle. Ils relèveront uniquement de ce qui est prévu par l'accord spécifique dédié à l'ARM. Les informations relatives aux efforts fournis par les dirigeants, mandataires sociaux et actionnaires, vous pourrez examiner utilement l'accord Syntec que je citais à l'instant et vous y trouverez quelques mesures prises, notamment en matière de distribution de dividendes, qui vont venir impacter les droits des actionnaires et donc illustrer par là même l'effort fourni par ces personnes dans le cadre du dispositif ARM, et c'est-à-dire dans l'accompagnement d'efforts fournis par les salariés du fait de la réduction de leur activité. L'accord pourra contenir également des mesures spécifiques relatives aux conditions de prise des congés payés et formation des salariés. En l'occurrence, les congés payés ou les modalités de prise de ces congés payés pourront faire l'objet de mesures dérogatoires pour pouvoir équilibrer, bien évidemment, tant à la fois temps d'activité du salarié, temps de réduction d'activité dans le cadre de cette activité réduite et puis temps d'inactivité totale, puisqu'il s'agit de droits à repos relativement aux congés payés. La réduction horaire, c'est-à-dire la baisse d'activité ou du temps d'activité du salarié, est fixée à 40% de la durée légale appréciée sur la durée totale de l'accord. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il n'y a pas lieu d'observer cette réduction horaire d'activité sur une période réduite à une semaine. Il suffit tout simplement que pour la durée de l'accord, sur la totalité de cette durée, l'activité du salarié ne soit pas réduite à plus de 40% au titre de la mise en œuvre de l'accord collectif ARM. Cela conduit ou cela peut conduire, le cas échéant, à des suspensions temporaires d'activité, c'est-à-dire de manière assez simple, hein, si l'on devait considérer les choses, nous pourrions avoir une période d'inactivité totale au titre de l'ARM pendant 1 mois et ensuite, bien évidemment, le salarié, le mois suivant, pourrait retrouver, le cas échéant, une durée d'activité et un temps d'activité au sein de l'entreprise qui est son temps habituel, contractuel, celui qui est prévu initialement dans son contrat de travail et pour lequel il doit une pleine exécution à son employeur. De manière très exceptionnelle et dans ces conditions exceptionnelles fixées par l'accord, la réduction peut être portée à 50%. Alors, ici, le législateur y a ajouté un moyen de contrôle administratif, c'est que le recours à cette durée limitée à 50% est admis sous réserve que l'administration en donne l'autorisation. Donc, d'une part, la portée est possible, de réduction est possible jusqu'à 50%. Dès lors que cette réduction, ce niveau de réduction ait été spécifiquement prévu par l'accord collectif, que lui-même en dise sur les conditions exceptionnelles de recours à cette réduction de 50%. Et ensuite, une autre étape, c'est en avoir reçu l'autorisation de l'administration. Quels en seront les impacts en matière de gestion de la paye? Deux phases et deux aspects du dispositif, vous les connaissez maintenant, c'est ce que l'État rembourse à l'entreprise et qui est caractérisé par cette allocation d'activité partielle, et d'autre part ce que l'employeur paye aux salariés et qui est caractérisé par l'indemnisation du salarié. Le taux d'allocation est de 60% de la réduction de la rémunération brute
une assiette identique à l'indemnité de l'activité partielle et qui n'a pas changé. On a vu quelques précisions données par les autorités en matière notamment d'intégration ou pas des heures supplémentaires au cours du printemps. Cette rémunération brute est retenue dans une limite absolue de 4,5 fois le taux du SMIC et ce taux de 60% est lui-même applicable pour tout accord transmis avant le 1er octobre 2020, ce qui explique bien évidemment, vous l'aurez aisément compris, l'empressement qu'ont pu avoir certains acteurs de différentes branches professionnelles pour la conclusion et donc le dépôt, la transmission, le dépôt de cet accord-là auprès de l'administration avant le 1er octobre. À compter de cette date-là, lorsque le dépôt est réalisé à compter de cette date-là, le taux d'allocation est ramené à 56%. Nous avons tout de même dans la loi quelques dispositions qui permettent le maintien au taux de 70%, mais cette fois-ci réservé à des secteurs d'activité, ceux qui ont été visés par le dispositif d'exonération de charges sociales que nous avons vu en première partie de notre exposé. Pour autant, alors si la prise en charge par l'État de cette activité réduite est elle-même réduite d'ailleurs au regard des règles générales et le maintien au taux de 60% que nous connaissons de manière générale depuis le 1er juin, le taux d'indemnisation du salarié est maintenu à 70%, toujours par contre également dans une limite de rémunération fixée à 4,5 fois le SMIC. Donc c'est bien cette assiette-là hein, sur laquelle nous appliquerons les taux d'allocation et d'indemnité qu'il y a lieu d'apprécier dans cette limite de 4,5 fois le SMIC. Enfin, pour redire également ce que je précisais précédemment, le dispositif est non cumulable avec l'activité partielle de droit commun. En clair, pour un même salarié, soit il entre dans le champ de cette arme et donc relève des activités ou des salariés spécifiquement visés par l'accord collectif, et dans ce cas-là, il reste dans ce dispositif arme, ou alors il n'est pas compris, et dans ce cas-là, il est éligible à l'activité partielle de droit commun, mais les deux dispositifs ne peuvent être cumulés pour le même salarié. C'est l'un ou l'autre, mais pas les deux, ni simultanément, ni de manière successive. Je voulais vous donner également quelques précisions sur la façon dont il y a lieu de déclarer les taux d'activité partielle. Certains nous ont alertés sur les informations à délivrer et donc à la qualité, à la valeur du taux requis sur le site de l'Agence des services et des paiements. Ce site-là demande aux employeurs de déclarer un taux de 9,37 € pour obtenir un taux plancher de 8,03 €. Alors, vous savez que ce taux plancher de 8,03 € est le taux réglementaire de remboursement par l'État et donc de la valeur horaire minimale pour l'allocation d'activité partielle. Pour des raisons liées à des problématiques d'ordre technique, l'administration rencontre des difficultés à la gestion de cette réduction de taux depuis le 1er septembre. Donc, et notamment du fait que vous savez que depuis cette date-là, le taux d'allocation a été ramené de 70% à 60%, hors exception que nous venons de citer en l'occurrence. La mesure qui consiste à déclarer un taux de 9,37 € par heure et un caractère purement temporaire, le temps de la résolution, nous disons, de l'obstacle technique. Alors, comment arrive-t-on à ce taux de 9,37 € pour une équivalence de taux plancher de 8,03 €? Eh bien, 9,37 €, c'est la même chose que 8,03 multiplié par 0,70% ou 70%, 9,37 multiplié par 0,60 et le tout donnant 5,62 une fois que j'ai pu affecter ces différents coefficients au taux que vous avez sous les yeux. Si vous voulez retrouver de manière plus précise l'information et plus explicite, vous avez ici le lien de l'administration précisant les modalités et donnant les motivations des modalités déclaratives, en tous les cas pour ce taux spécifique de 9,37 €. Une volonté exprimée là d'aider à l'embauche de jeunes travailleurs, dont on verra qu'il ne s'agit pas de l'ensemble des jeunes salariés, mais plutôt de ceux qui disposent d'un contrat
en alternance. Une mesure également prise par la loi rectificative, la loi de finances rectificative du 30 juillet, et puis avec, à l'appui des décrets d'application publiés au journal officiel également fin juillet. Alors, que vise-t-on ici? On vise, en termes d'embauche, une population bien spécifique. Il s'agit des jeunes de moins de 30 ans. L'âge s'apprécie à la date de conclusion du contrat. Et de quel contrat? Eh bien, d'un contrat d'alternance, contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. Le contrat doit avoir été conclu entre la date du 1er août 2020 et le 28 février 2021. Et vous voyez comme les choses peuvent, lors d'examens parlementaires, évoluer, dans la mesure où initialement la date limite de conclusion imaginée par le gouvernement aurait dû être celle du 31 janvier 2021. On a laissé un mois supplémentaire pour pouvoir embaucher et recruter des jeunes avec un contrat de professionnalisation et un contrat d'apprentissage. L'aide est fixée à 5 000 € pour un jeune de moins de 18 ans et elle est réévaluée à hauteur de 8 000 € pour un jeune d'au moins 18 ans. L'âge s'apprécie, en tous les cas, le changement se fait au premier jour du mois suivant l'anniversaire du salarié. Donc, si on devait prendre à titre d'exemple cette date du 22 septembre comme étant la date anniversaire du salarié, l'aide passera de 5 000 à 8 000 € à compter du 1er octobre prochain. Alors, de manière opérationnelle, je dirais que ici, c'est essentiellement l'employeur qui œuvre à la mise en œuvre du process de versement de l'aide. L'aide est versée sur une périodicité mensuelle. Le texte nous dit avant le paiement de la rémunération, chose assez étonnante, parce qu'en même temps, bien évidemment, le versement de cette aide est conditionné par la transmission du bulletin de paye à l'Agence des services et de paiement, auquel cas, en l'absence de transmission, eh bien, l'aide est suspendue, tout simplement. Donc, veillons bien évidemment à établir dans les temps le bulletin de paye, à le transmettre avec toutes les informations qu'il y a lieu en termes d'identification du type de contrat pour faciliter le versement de cette aide et dont vous aurez bien évidemment besoin. Alors, je souhaitais aborder avec vous également la question de la réactualisation des taux du prélèvement à la source. Pour dire la chose suivante, alors nous avons tous, au printemps 2019, procédé à la déclaration des revenus de l'année 2018. Cette déclaration a permis à l'administration au cours de l'été 2019 de réévaluer, de préciser, de fixer le taux réel du prélèvement à la source. Et bien évidemment, si changement il y a dû y avoir, ce changement, vous l'avez connu vous-même en ce qui vous concerne ou pour les salariés dont vous avez la gestion pour la période qui a débuté en septembre 2020. Alors, sur toute une année, c'est ce taux-là qui a été retenu dans les systèmes d'information de septembre 2019 à août 2020. Tous les pays qui ont, bien avant la France, procédé à la mise en place du prélèvement à la source ont conservé dans leur législation l'obligation d'une déclaration du contribuable de ses propres revenus. Que s'est-il passé au printemps dernier, en 2020? J'ai procédé à la déclaration de mes revenus. Cela a permis, en tous les cas, pour les prélèvements à la source jusqu'en septembre 2020, de conserver les taux antérieurs, mais le cas échéant, eh bien évidemment, au cours de l'été, l'administration fiscale a pu réapprécier le niveau de prélèvement et adresser un nouveau taux applicable pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que tant à la fois, elle a eu connaissance de mes revenus 2019, à la fois, elle avait déjà connaissance des montants résultant du prélèvement à la source tel qu'opéré par mon employeur et donc ajuster ce taux-là. Et le cas échéant, le contribuable a-t-il pu bénéficier d'un remboursement d'impôt ou alors d'une demande de complément de l'impôt déjà prélevé? Pourquoi?
soit au regard du taux appliqué en 2019, eh bien mes revenus 2019 ont connu une certaine baisse, et bien évidemment, ai-je dû subir en conclusion un prélèvement bien supérieur à ce qui correspondait à la réalité de mes revenus? Et là, dans ce cas-là, remboursement et réajustement du taux. Ou à contrario, ai-je connu une hausse favorable de mes revenus tout en ayant maintenu un taux pour une période au cours de laquelle mes revenus étaient plus bas, et donc le taux lui-même plus bas, et ai-je dû compléter le montant des impôts dus au titre de l'année 2019. Donc, en quelque sorte, ici, nous avons et à la fois un remboursement au profit du salarié contribuable, ou au contrario une demande supérieure d'impôt, et en tout état de cause, le cas échéant, un réajustement. Alors, bien évidemment, lorsqu'il s'agit de revenus assez linéaires, compte tenu de la révision des tranches d'imposition, pour bon nombre de salariés, le taux s'il a changé très faiblement, voire pas du tout évolué entre ces périodes-là. Dernier point réglementaire, en tous les cas, relativement à la gestion de l'arrêt maladie lorsque celle-ci intervient au cours des congés payés, et la façon dont certaines juridictions apprécient l'impact et les effets de cet arrêt maladie lorsqu'il survient durant les congés payés. Pourquoi la chose est d'importance? Vous disais-je en introduction de cette session, d'abord parce qu'il s'agit d'une question récurrente, période au cours de laquelle généralement les congés payés sont beaucoup plus longs que le reste de l'année. Puis voilà, le risque d'un arrêt maladie est toujours présent, plus ou moins important, mais il est toujours présent. Lorsque l'arrêt maladie survient avant que le salarié ne parte en congé, bien évidemment, c'est le premier arrêt qui est géré jusqu'à son terme, c'est-à-dire que, en l'occurrence, bien évidemment, le salarié demeure en arrêt maladie, même si la période de congé payé initialement prévue a débuté, et elle ne prendra effet qu'au terme de l'arrêt maladie. Et le cas échéant, il y a bien un report, bien évidemment, des congés payés dont le salarié n'a pu bénéficier. Lorsqu'il s'agit de l'arrêt maladie qui survient au cours même de la période de congé payé, nous avons en réalité des positions divergentes selon qu'il s'agisse de l'interprétation qu'en font les juges de la Cour de cassation du Code du travail, ou de l'interprétation que font de la réglementation européenne les magistrats européens et ceux qui siègent au sein de la Cour de justice de l'Union européenne. Dans le premier cas, vous connaissez certainement la règle, pas de droit à report ou d'indemnité compensatrice. L'employeur, lui, a attribué conformément à ce que prévoit la législation les congés payés au profit du salarié. Ce qui peut advenir de la situation du salarié au cours des congés payés est sans incidence. Pour le juge national, l'employeur, lui, s'est libéré de son obligation d'octroyer et donc de permettre aux salariés de partir en congé, et dès lors, l'arrêt maladie qui surviendrait durant cette période de congés payés est strictement sans aucune incidence. Les congés payés se poursuivent jusqu'à leur terme comme prévu initialement. La Cour de justice de l'Union européenne, interprétant notamment la directive de 2003 sur la durée du travail et les congés payés, recherche en réalité une logique différente et recherche la finalité des deux périodes d'absence du salarié. Elle ouvre droit au report. Pourquoi? Parce qu'elle va examiner l'objet même des congés payés. Elle considère que les congés payés constituent un droit à repos et un moment de détente et de loisir. Or, l'arrêt maladie a une autre finalité. Il s'agit d'ouvrir une période de rétablissement de la maladie, et considère que, bien évidemment, lorsque le salarié est en arrêt maladie, il ne peut pas être en même temps considéré comme étant en période de détente et de loisir et ne profite pas d'un repos. Les deux situations ne peuvent pas correspondre
dans leur finalité, a deux effets totalement différents. Soit on considère que le salarié est en arrêt maladie et doit bénéficier d'une période de rétablissement, soit il n'est pas en arrêt maladie et il s'agit pour lui, bien évidemment, de profiter de moments de détente et de loisirs. Le moment de détente et de loisirs pour les juges européens est totalement absent lorsque le salarié est en arrêt maladie. En conséquence, depuis cette décision de juin 2012, si l'on examine de près la position des juges européens et si l'on devait se mettre en conformité avec la réglementation européenne, en attendant une transposition qui tarde de toute cette jurisprudence relative aux congés payés dégagée par les juridictions européennes, par la CJUE, dans notre droit national, eh bien, sur le schéma opérationnel, nous avons maintenu dans les systèmes d'information la position actuelle de la Cour de cassation, encore une fois, dans l'attente, bien évidemment, qu'elle révise sa jurisprudence, mais à la faveur, et forcément uniquement à la faveur, d'une modification de la loi. Et si l'employeur, à la demande de ses salariés, de représentants des salariés, moi j'ai bien souvenir que dès le mois de juillet 2012, certaines entreprises nous avaient sollicité sur d'abord la réalité de cette décision de la CJUE du mois de juin et de ses effets, de sa portée. Dans ce cas-là, l'employeur pourra bien évidemment répondre favorablement à la demande des représentants du personnel ou des salariés quant au droit au report, et il faudra bien évidemment y opérer dans cette correction, notamment des compteurs de droits congés payés, conformément à la demande de l'employeur, parce que cela nécessite bien évidemment d'apprécier la période au cours de laquelle le report sera admis. Le principe de report est admis, dans tous les cas, la gestion et l'effectivité de ce report-là. Enfin, j'achève le propos par le chapitre à suivre, ce à quoi nous devons nous attendre dans les prochaines publications ou prises textuelles. La réduction du taux d'indemnité d'allocation de l'activité partielle, dont en premier temps, la position du gouvernement était de dire qu'il y avait maintien des dispositions applicables à ce jour jusqu'au 1er novembre. Désormais, le Premier ministre semble s'exprimer pour dire que la chose pourrait être maintenue jusqu'au 31 décembre 2020. Bon, tout cela relève de la bonne conjugaison entre, d'une part, continuer à soutenir les entreprises qui rencontreraient des difficultés, puis en même temps la préoccupation des effets, de la portée de ces mesures-là sur le budget de l'État. Quelques mots sur le devenir du dispositif bonus-malus, qui devrait concerner quelques secteurs d'activité uniquement et venant impacter à la hausse ou à la baisse le taux de cotisation patronale de l'assurance chômage selon le niveau moyen de rupture du contrat de travail au regard de ce qu'il est dans le secteur d'activité dont relève l'entreprise. Si l'entreprise émet ou connaît un nombre de ruptures de contrat de travail plus élevé, il s'agira d'un malus. S'il est plus faible au regard de ce qui est existant dans le secteur d'activité, eh bien évidemment, elle connaîtra un bonus. De manière effective, la mesure prendrait plein pied ou devait prendre plein pied à compter du 1er mars 2021. Par là même, bien évidemment, vous aurez tous compris et observé qu'il s'agissait des mêmes secteurs d'activité fortement frappés par les conséquences de cette crise sanitaire et que le gouvernement réfléchit à ne pas alourdir la situation sociale et économique de ces mêmes entreprises. Donc, il n'est pas exclu des indiscrétions qui nous ont été adressées, que ce dispositif soit pour le moment suspendu. Enfin, nos deux projets de loi de finances que j'appelle loi marronnier, deux projets de loi marronnier. Le premier texte bâtit le budget de l'État pour l'année 2021. Le second, c'est le budget de la sécurité sociale. Sur le premier, pas d'informations particulières. Sur le deuxième, nous surveillerons de près, bien évidemment, l'annonce faite de la création et du mode de financement de cette cinquième branche de la sécurité sociale. Une piste
a été suggérée, qui est celle de la réduction du niveau de la baisse du taux patronal de l'allocation familiale. Vous savez que l'employeur en bénéficie dans un plafond de rémunération éligible à la mesure. Ce plafond pourrait être réduit. Bon, voilà, c'est une des pistes proposées. Est-ce que c'est la piste qui sera retenue par le gouvernement? Ça, c'est autre chose. La volonté, en tous les cas exprimée à plusieurs reprises au plus haut niveau de l'État, c'est de ne pas alourdir les charges et les contributions obligatoires, tout aussi bien celles des entreprises que celles des salariés. Bien, voilà ce que je voulais vous dire pour cette session de rentrée. Je vous remercie à nouveau pour votre participation, pour votre patience et vous exprimant à nouveau également toutes nos excuses pour ces problématiques d'ordre technique qui ont perturbé la bonne diffusion et la bonne compréhension des messages que nous avons souhaité vous transmettre. Je vous remercie, je vous souhaite bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour une prochaine édition. Merci bien, au revoir.